Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars et mon bilan culturel à la fin. Je pense que la vidéo va être assez chargée puisque j'ai beaucoup de choses à vous présenter en termes de lecture, mais j'ai aussi beaucoup de choses à vous présenter en termes de bilan culturel. Donc on commence maintenant. Comme d'habitude, on débute par les lectures que je n'ai pas avec moi, donc ce que j'ai lu en numérique, c'est-à-dire soit en e-pub, soit écouté en livre audio. Et on commence par ma plus grosse déception du mois qui est Immortal Dark de Tigest Girma, je crois que c'est ça, l'autrice. Je n'ai pas du tout accroché. Je me suis forcée à le terminer parce que c'était un service presse NetGalley, mais sinon, autant vous dire que je l'aurais DNF depuis un moment. Mais bon, quand c'est des services presse, j'essaye toujours d'aller au bout, même si c'était un peu une épreuve là pour ce livre-ci. Pour ce qui est de l'histoire, on y suit une jeune femme dont la sœur jumelle a disparu et elle part à sa recherche. Il faut savoir que ça se passe dans un monde où il y a des vampires et les vampires ont un lien particulier avec certaines familles humaines. En gros, ils sont liés à eux pour pas pouvoir trop se reproduire. Il y a un pacte qui a été fait en fait entre certaines familles et les vampires pour rééquilibrer les pouvoirs, on va dire. Et notre personnage principal fait partie d'une de ces familles. Elle pense que la disparition de sa sœur est liée aux vampires, que c'est les vampires qui sont à blâmer. Donc elle va essayer de rejoindre l'école qui fait partie de l'institution qui, comment dire, qui gère ce partenariat, ces liens entre les vampires et les grandes familles. Et donc elle va essayer de s'infiltrer, entre guillemets, de faire genre qu'elle veut rejoindre cette société alors qu'en fait elle cherche juste à comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Et franchement, je trouve qu'il y avait plein de choses dans le livre qui n'étaient pas claires, qu'on ne comprenait pas, ou en tout cas que moi je ne comprenais pas. Je n'ai pas du tout accroché aux personnages. Aucun personnage. J'ai trouvé vraiment qu'ils étaient tous plus insupportables les uns que les autres et nos deux love interest, je n'ai pas du tout accroché à leur relation. Et vraiment, c'était deux personnages qui me tapaient sur le système parce que j'ai trouvé que les choses étaient très prévisibles. En fait, on voyait venir les choses et du coup, ça rendait leurs actions encore plus frustrantes. Donc voilà, c'est un livre sur lequel je vois beaucoup de retours, donc peut-être que mon avis est un petit peu une unpopular opinion, mais vraiment, c'était pas du tout mon genre de lecture et j'ai dû me forcer pour finir. Je crois que je mets 2 étoiles. Ensuite, toujours en service presse NetGalley, j'ai essayé d'avancer sur mes services presse numériques ce mois-ci. J'ai lu Ce cri que personne n'entend de Jorn Lierhorst et Jan Erik Fiel. J'espère que je le prononce bien. Celui-ci, alors attendez, parce que j'en ai lu deux. Ce cri que personne n'entend, il me semble que c'est sur un podcast de true crime, un podcasteur qui va décider de... En fait, souvent, il va se lancer sur des enquêtes où il pense que la personne qui a été accusée d'un crime, soit n'est pas la coupable, soit qu'on n'a pas trouvé le coupable et il va essayer en gros de réouvrir des affaires soit non résolues, soit il pense que le coupable n'est pas le coupable. Et donc, il va décider de se lancer sur une affaire. Enfin, il va pas vraiment décider de se lancer. Il va recevoir l'appel d'une jeune femme qui, elle, va décider de rouvrir une enquête sur la disparition d'une jeune fille. Sauf que cette journaliste-là, il va lui arriver quelque chose et lui, il va regretter, notre podcasteur, de pas s'être impliqué plus et donc il va se replonger dans l'affaire. Il y avait déjà fait il y a quelques années, mais il y avait quelque chose qui s'était passé qui avait fait qu'il avait complètement abandonné et donc là il se replonge dedans et j'ai bien aimé, j'ai mis 3,5 sur 5, j'ai trouvé que ça se lisait bien. Par contre, j'ai pas du tout aimé la fin. En fait, c'est hyper frustrant parce que à la fin, toutes les réponses qu'on attend en fait dans le livre, tout ce pourquoi l'intrigue a été créée, a été construite, tout ce qui, enfin voilà, a fait qu'on était à fond dans le roman. À la fin, on n'a pas les réponses. Et j'ai pas compris ce choix. Je pense que c'est volontairement un choix de la part des auteurs, mais je ne l'ai pas compris. Pourquoi nous impliquer autant dans une enquête si c'est pour à la fin ne pas nous en donner les clés? Alors peut-être que c'est dans une volonté de rendre le scénario peut-être plus réaliste, comme dans la vraie vie. Mais moi, j'ai pas compris. C'est pas ce que j'avais envie d'avoir comme fin. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le format podcast. Je trouve que dans le livre audio, encore une fois, le format podcast true crime, c'est un format qui fonctionne super bien et qui est rendu plus vivant justement par l'adaptation en audio, mais je trouve ça trop dommage que la fin ait été ouverte comme ça, surtout sur un thriller où je trouve que ça ne fonctionne pas pour ce genre-là. Après, en essai, j'ai lu toujours dans la collection Alt de La Martinière, qui est une collection que j'adore, qui fait des essais, donc des essais courts d'une trentaine à une quarantaine de pages sur des sujets d'actualité, des sujets qui divisent. Je crois qu'à la base, ça se destine plutôt à un public d'adolescents ou de jeunes adultes, mais j'aime beaucoup parce que du coup, ça vulgarise plein de sujets. Et celui-ci, c'était Masculinisme, pourquoi un tel succès de Nesrine Slaoui. Et c'était hyper intéressant, ça nous plonge du coup dans le phénomène du masculinisme qui se place en opposition au féminisme, sauf que ça n'a rien à voir puisque en gros, le masculinisme, si je me rappelle bien, c'est dire que le féminisme va, comment dire, annihiler les droits des hommes et va
placer les femmes plus haut dans la société que les hommes et donc ils se disent en gros on doit lutter contre le féminisme parce que sinon nous les hommes on va se retrouver en dessous alors que le féminisme c'est pas du tout ça, c'est dire on veut justement être sur un pied d'égalité et à aucun moment il n'est question de se placer au-dessus des hommes et donc ça parle de ce phénomène-là, de comment aussi ça grandit dans un phénomène d'insécurité en fait pour les hommes et surtout les jeunes garçons qui sont très sensibles à ce genre de discours qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était hyper intéressant de décrypter ce phénomène et de décrypter aussi pourquoi en fait est-ce que ça marche autant aujourd'hui. Ça parle aussi notamment de la série Adolescence qui était, enfin moi que j'ai adoré, que j'ai trouvé pareil très actuelle et qui permet de comprendre aussi un petit peu plus ce phénomène. Donc je vous recommande vraiment de toute façon les ouvrages de cette collection, je les trouve vraiment hyper intéressants. Et enfin en numérique, j'ai lu Avant que la nuit tombe de Eva Björg Egisdottir qui pareil encore une fois est sur une affaire de disparition, de meurtre. Je l'ai noté 3,75 celui-ci et on y suit une jeune femme. Il y a 10 ans, sa sœur a disparu. Elle est persuadée que c'est en partie de sa faute, puisque quand elle était plus jeune, elle a commencé une relation épistolaire avec un garçon et ils étaient censés se retrouver le soir de la disparition de sa grande sœur, à savoir que notre personnage principal, dont ses lettres, se faisait passer pour sa sœur. Et donc elle se dit, bah cet homme-là, il a vu ma sœur, il a pensé que c'était moi, il s'en est probablement voilà, prise à elle en pensant qu'il s'en prenait à moi. Donc elle porte sa culpabilité parce qu'elle n'en a jamais parlé à personne et elle va retourner dans le village où vit sa famille et où sa sœur a disparu et elle va se replonger dans la disparition de sa sœur en espérant comprendre ce qui s'est passé. Je vous avoue que pendant une grande partie du roman, j'étais assez frustrée parce que j'avais l'impression de complètement deviner où est-ce qu'on était censé aller et je trouvais que c'était un peu trop obvious dans tout le monde peut avoir fait le coup. C'est-à-dire que vraiment on nous donnait tellement d'éléments qui prouvaient que ça pouvait être lui, ça pouvait être lui, ça pouvait être lui, que ça en devenait un petit peu too much et j'ai trouvé donc vers la fin que ça devenait très obvious qui avait fait le coup et au final c'était pas ce que je pensais. Donc j'ai quand même été agréablement surprise de la manière dont les choses ont été faites. J'ai quand même été bien menée en bateau mais je trouve tout de même que la partie tout le monde peut être coupable était trop poussée et pas naturelle dans le contexte du livre. Voilà, mais c'était quand même une bonne lecture, c'était quand même un vrai page turner donc je le recommande et il a eu le prix du meilleur polar islandais. Après, je vous avoue que le problème que j'ai avec les thrillers comme ça islandais ou l'autre, je crois que c'était norvégien, c'est des polars qui sont un petit peu moins peut-être psychologiques. C'est plus des enquêtes et moi ce que j'aime et c'est pour ça que j'aime autant Franck Tillier, c'est la plongée dans la psychologie humaine dans les polars, dans les thrillers que je lis. Donc parfois c'est ce qui me manque, mais ça veut pas dire que les thrillers sont moins bons, c'est juste que c'est moins ce que moi je recherche dans mes enquêtes. Voilà pour ce que je n'ai pas avec moi, on va passer à tout ce que j'ai juste ici. Alors, en premier, j'attrape Rendez-vous ici de David Nichols, que j'ai lu dans le cadre de ma participation en tant que jury pour le prix des lecteurs Pocket. C'est le premier que je termine et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément le genre de lecture vers laquelle je me dirige moi à la base et au final, ça me donne envie d'en lire plus. C'est de la fiction contemporaine avec de la romance. Je ne saurais pas forcément comment le catégoriser pile poil, mais on y suit deux personnages qui ont entre 35 et 42 ans, il me semble, qui sont perdus. On a le personnage de Michael qui est professeur de géographie, qui est divorcé, qui sait pas du tout est-ce qu'il en est dans sa vie. La vie qu'il s'était imaginée pour son futur vient de se terminer. Il pensait qu'il resterait toute sa vie avec sa femme, qu'ils auraient des enfants. Il se retrouve complètement perdu, en dépression. Il se ferme complètement au monde. Et en parallèle, on a le personnage de Marcy, pareil, qui est divorcé, qui ne sort pas du tout, qui est très bien dans sa solitude. Et ces deux personnages vont se retrouver à partir ensemble pour une grande randonnée et ils vont chacun s'ouvrir l'un à l'autre. C'est vraiment l'histoire de deux personnages qui pensent que leur vie est terminée et qui pensent qu'ils sont mieux tout seuls, qui ont aussi très peur de repartir à zéro entre guillemets à leur âge, qui se disent est-ce qu'à 35-40 ans c'est le moment pour moi de me relancer dans une relation, de repartir de zéro, de repenser au mariage, de repenser à avoir un bébé, est-ce que c'est pas trop tard? Et j'ai trouvé que c'était des problématiques hyper intéressantes, forcément un peu plus matures que ce qu'on peut lire dans la romance jeunesse et du coup ça m'a beaucoup plus plu. Je trouve aussi que l'alchimie entre les personnages fonctionnait vraiment bien, j'ai aimé les suivre dans leur randonnée et voir leur relation évoluer. La crise des 80%, pareil, j'ai trouvé qu'elle était vraiment cohérente avec l'histoire et j'ai beaucoup aimé le personnage de Marcy, que je trouve très drôle. Son humour fonctionnait vraiment bien avec moi, j'ai vraiment rigolé plusieurs fois à voix haute en écoutant le livre, parce que je l'ai écouté en audio, donc je recommande et pour le moment c'est le seul que j'ai eu du prix Pocket, mais ça commence bien et se place en haut de ma liste, même s'il a aucun concurrent pour le moment. Ensuite, sur les recommandations de ma copine Mathilde, aka Mes douces lectures sur YouTube, j'ai lu La fin des hommes de Christina Sweeney Baird, que j'ai beaucoup aimé aussi. Celui-ci, ça se passe dans notre monde si il y avait un virus qui émergeait et qui annihilait 90-95
99%, je sais plus, de la population masculine, que ce soit les hommes adultes ou alors les enfants, les garçons, les bébés. Il en reste tellement peu que les femmes se retrouvent à devoir réadapter complètement la société pour pouvoir vivre sans les hommes. Et j'ai adoré parce que le récit se construit sur toute une fresque, sur toute une temporalité. On a le avant, ensuite on a le pendant, donc le moment de la crise, le moment de la panique, le moment de la dépression en fait entre guillemets, et il y a aussi ensuite la reconstruction. Comment est-ce qu'on reconstruit un monde où il y a quasiment plus d'hommes, où c'est toutes les femmes qui portent la société, quels sont les bénéfices aussi à ce monde, de ce monde, parce que ça veut pas dire qu'on souhaite un monde sans hommes, mais quels seraient les bénéfices à avoir une société dirigée plus par les femmes, alors qu'aujourd'hui on est dans une société quand même globalement dirigée par les hommes. Ça c'était hyper intéressant, et en même temps le mal-être de se retrouver sans hommes aussi, donc tous ces aspects-là sont abordés avec beaucoup de justesse, je trouve. On a une multiplicité de points de vue, parfois c'est un petit peu dur de se repérer, mais le point de vue de chaque femme apporte vraiment quelque chose de différent, parce qu'elles ont toute une situation justement différente et un point de vue, une manière de vivre la chose très particulière, que ce soit la rancœur de voir certaines femmes qui ne perdent pas leur mari et leurs enfants parce qu'ils sont immunisés, ou alors tout simplement l'envie de n'avoir eu que des filles quand on a eu que des garçons et qui sont tous morts, la perte aussi de perdre ses êtres chers, de se dire j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes filles, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mes frères, enfin tous ces aspects-là, je les ai trouvés extrêmement bien faits. Là, peut-être la seule partie qui m'a un peu plus dérangée, c'est la fin, que j'ai trouvée peut-être un petit peu longue au bout d'un moment, mais sinon en termes de construction du récit et de ce qui a été abordé en termes de sociologie, je trouve que c'est passionnant. Et c'est ce que j'aime dans la dystopie, c'est qu'on aille vraiment sur l'impact que ça a sur les hommes avec un grand H, et donc là, les femmes, entre guillemets, ce genre de catastrophe et toute la partie aussi reconstruction qui est hyper intéressante. Ensuite, j'ai lu Eversion de Alastair Reynolds, et alors celui-ci, j'ai pas trop accroché, je suis désolée au livre de poche, parce que ce livre a pris l'eau. Voilà, je l'ai emmené avec moi à la piscine, je pensais l'avoir mis dans un truc étanche, il n'était pas dans un truc étanche, mais en fait, au début, je trouve le concept hyper intéressant parce que pour vous parler du résumé, on y suit le personnage de Silas Code, qui est médecin à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Déméter. Sauf que, à chaque fois qu'il meurt, il est toujours à bord du Déméter, mais la forme du vaisseau change. Il y a des fois où c'est au 19e siècle, il y a des fois où c'est au 20e siècle, et il y a des fois où c'est dans le futur. Donc parfois il est sur un bateau, parfois il est sur un dirigeable, parfois il est dans un vaisseau dans l'espace, et à chaque fois il doit essayer de se sauver lui-même et de sauver son équipage d'une mort certaine. J'avoue que je me suis vite lassée de la répétition, même si à chaque fois le cadre changeait, on comprenait à chaque fois un petit peu plus l'histoire et on avait plus d'indices sur ce qui se passait. J'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai trouvé que ça restait assez prévisible, et le dernier dénouement, le dernier retournement de situation, je sais pas, moi ça m'a pas plu, la manière dont a été construit le récit. Je pense que ça plaira à certains, mais vraiment pour moi ça passe ou ça casse, ce genre de format, elle a un peu une histoire sans fin, un jour sans fin, je ne sais plus. Bref, où ça se répète, ça se répète, ça se répète. Parfois ça fonctionne. Là, pour le coup, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai lu un livre très très court de Delphine Bertolon, Pas tout à fait moi, un récit fantastique sur les secrets de famille. Pareil, celui-ci m'a laissé très indifférente. C'est vraiment un roman très court, je crois moins d'une centaine de pages. Oui, c'est ça, 60 pages. Je vais même pas vous en faire un résumé, parce qu'en fait, il y en a pas vraiment. C'est juste écrit, les cauchemars parfois semblent si réels. Je vois ce qui a été fait, je pense que ça peut plaire à certains, mais pour le coup, moi j'étais là, bon, enfin je sais pas, c'est vraiment une histoire qui ne m'a fait complètement ni chaud ni froid. Que je l'ai lu ou que je l'ai pas lu, ça ne changera rien à ma vie. On passe au manga, parce que pour mon vlog lecture où je lisais vos recommandations de manga, j'ai lu 6 mangas différents, donc j'en ai déjà bien parlé dans mon vlog lecture, mais je vous en reparle quand même dans mon bilan. En premier, j'ai lu Kingdom de Yasuhisa Hara, que j'ai beaucoup aimé. Je sais que je me lance encore dans une saga immense, très conséquente, je crois que c'est plus de 70 tomes dans Kingdom, mais j'ai adoré. C'est aussi une histoire que je n'ai jamais lue, qui est l'histoire de la Chine à cette époque. J'aime beaucoup le format, les dessins sont magnifiques, et même l'histoire, je trouve qu'on rentre très très vite dedans. Alors même si on m'a dit que les premiers tomes, c'était pas forcément les meilleurs, moi j'aime déjà bien, donc je me dis que ça ne peut aller que en s'améliorant. Et on y suit donc 2 jeunes garçons pendant la Chine, qui traverse donc une grande guerre de 5 siècles avant qu'elle soit unifiée. Et nous, on y suit 2 jeunes garçons qui, pour essayer d'échapper à leur statut, parce que le seul moyen pour eux d'améliorer leur statut, c'est de briller dans l'art de la guerre, ils vont justement décider de devenir de très grands combattants, jusqu'à ce qu'un des garçons soit emmené au palais et que l'autre reste. Et là, leur histoire va prendre un tout autre tournant, on va partir dans des intrigues politiques, des intrigues de cour, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que malgré le fait que le système chinois à cette époque soit un système que je ne connaissais pas du tout, j'ai pas trouvé que c'était rébarbatif ou trop dur à comprendre, et c'était hyper intéressant de
voir justement les jeux de pouvoir qui prennent place à cette époque et comment nos 2 personnages vont très vite se retrouver impliqués là-dedans. Donc j'ai hâte de continuer. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire que j'espère lire au mois d'avril. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Bleach de Tite Kubo qui s'appelle The Death and the Strawberry et j'ai adoré. Mais comme j'ai déjà pas mal de sagas longues en cours, je me suis dit que Bleach, j'avais plutôt regardé l'animé et j'ai commencé, je regarde pour l'instant la version Kai. J'ai regardé les 2 premiers Kai, donc du premier arc. Donc j'ai regardé, on va dire, à peu près 2 heures, je pense, et j'aime trop l'animé. Je trouve que de toute façon, c'est une adaptation très fidèle du tome 1 du manga et de la suite des tomes. Mais voilà, je pense que je me replongerai dans le manga à un moment donné, mais j'ai tellement aimé que je me suis dit, bah, j'ai quand même envie de me plonger dans l'animé pour le moment. Et dans Bleach, ça se passe dans un monde à la base comme le nôtre, sauf que notre personnage principal, il a le don de voir les fantômes et il va se retrouver en fait à faire la rencontre d'une, je crois qu'elle s'appelle, c'est une Shinigami, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rukia et lui il s'appelle donc Ichigo et elle c'est une Shinigami, donc elle a pour rôle en gros de délivrer les âmes errantes qui sont devenues des sortes de démons, des sortes de kaiju et elle les libère pour les envoyer à la Soul Society, je crois, c'est-à-dire les envoyer, enfin elle fait partie de la Soul Society et son objectif c'est de faire traverser ces âmes-là vers l'au-delà et elle va se retrouver à passer ses pouvoirs à Ichigo, seul trope que j'ai pas aimé, c'est-à-dire que j'aime pas le principe de elle perd ses pouvoirs au détriment d'un homme. Genre, vous pouviez pas avoir tous les 2 des pouvoirs, non, il fallait qu'elle perde ses pouvoirs pour que lui, il en ait. Et très vite, elle va se rendre compte que lui, il a un don tout particulier. Et voilà. Peut-être va-t-il devenir Shinigami, peut-être va-t-il devenir le plus grand Shinigami de tous les temps, j'imagine. Mais j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai lu Centuria, qui est peut-être celui que j'ai le moins aimé de cette saga, de cette vidéo. J'ai bien aimé quand même, hein, c'est de Toru Kuramori, mais je trouve que ça va très vite. Alors, j'ai pas arrêté de répéter que c'était une saga en 5 tomes, absolument pas, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Il y en a, je vais peut-être encore dire une connerie, je crois qu'on m'a dit qu'il y en avait 14, 20. Je sais plus, ne vous fiez pas à moi pour le nombre de tomes, mais il y en a plus que ce que je pensais, et j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que ça va beaucoup trop vite. On n'a même pas le temps d'avoir, entre guillemets, l'impact émotionnel d'une scène, qu'on passe déjà à autre chose, et donc c'est pour ça, je pense que c'est celui que j'ai moins aimé de tous. Pour autant, je trouve quand même l'intrigue hyper intéressante. On y suit 100 esclaves qui sont amenés sur un bateau pour être, en gros, revendus. Encore une fois, il y en a un qui va s'incruster, qui ne faisait pas partie des 100 à la base, et comment dire, les trafiquants d'esclaves vont menacer de le jeter, mais les 100 esclaves vont proposer en gros de manger moins, de limiter leur ration pour qu'ils puissent avoir une personne de plus sur le bateau. Le bateau, il va lui arriver quelque chose d'horrible, ils vont buter tous les esclaves et lui va acquérir des pouvoirs particuliers pour protéger notamment le bébé d'une des esclaves qui a été très gentil, qui s'est très vite transformé en figure maternelle, mais pareil, je trouve que tout est allé très vite, en fait, et on n'a pas eu le temps de voir vraiment ce lien se construire, en tout cas pas assez pour y croire à 100%. Après, j'ai lu le tome 1 de Tokyo Ghoul. Pareil, Tokyo Ghoul, on m'a dit que, wow, je fais tout tomber. Il y avait la saga principale, mais qu'il y avait aussi une autre saga, donc il faudra que je lise les deux, parce que j'ai vraiment bien aimé, et je crois que ça reste quand même relativement court, les deux sagas, puis au moins je peux déjà me donner l'objectif de finir la saga principale. C'est de Sui et Shida. Pareil, ça se passe dans un monde où il y a des sortes de, c'est quoi, des vampires, on appelle ça des ghouls, mais c'est des sortes de vampires, et notre personnage principal va subir un accident particulier qui fait qu'en fait on va lui greffer un ou des organes de ghoul, et donc il se retrouve mi-humain, mi-ghoul, voilà, et ça va changer aussi sa perspective des ghouls qu'il voyait comme des créatures atroces. Il va comprendre que bah pas toutes les ghouls sont comme ça, et en même temps où est-ce que tu trouves ta place quand t'es mi-humain, mi-ghoul, voilà. C'était très cool, j'ai bien aimé. Pareil, Tokyo Ghoul, j'ai les 3 premiers tomes. Ensuite, j'ai lu Vagabond, j'ai adoré. Pareil, mais alors on m'a dit que c'était toujours pas fini et que ça ne serait probablement jamais. Donc ça, je vous avoue que ça me refroidit parce que j'en ai marre là. Déjà, il y a Berserk. Alors certes, Berserk, ça a été repris par le meilleur ami, je crois, de Kentaro Miura, mais c'est bon. Si vous pouviez finir vos mangas avant de mourir, là, et je dis ça comme s'ils étaient responsables de la date de leur mort. Bref, Vagabond, donc de Takehiko Inui, qui est adapté d'une œuvre, déjà, de base, et Vagabond, pareil, j'ai adoré, je trouve que c'est magnifique, les dessins sont tellement beaux, je crois qu'on m'a dit que l'auteur utilisait une technique particulière. Est-ce qu'il dessine qu'au fusain? Ah, on m'a expliqué et j'ai oublié, la honte. Mais franchement, les traits, enfin, justement, il y a un style avec beaucoup de traits, c'est absolument sublime, j'aime beaucoup. On y suit, pareil, l'histoire de 2 personnages, encore une fois, qui veulent devenir guerriers, hein, voilà, qui veulent devenir très forts, qui veulent vaincre un maximum de gens, mais ils vont avoir un destin particulier, et je tiens à dire que quand on a un meilleur ami, comme celui de notre personnage principal, tu n'as pas besoin d'ennemis. Voilà, je lisais le tome et j'étais là, mais sérieusement? Mais c'est ça ton meilleur pote?
mais fonce, mais barre-toi très, 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 très vite. J'ai hâte de voir où la suite nous mène. Je trouve que le premier tome se lit très vite et on est déjà à fond. Alors forcément, il est assez conséquent, mais moi je préfère un premier tome plus long qui prend vraiment bien le temps de placer l'intrigue et les personnages, parce que là, à la fin du tome 1, on est déjà attaché au personnage principal, on a envie de savoir quel va être son destin. Donc voilà, j'ai trop aimé. Trop de sagas maintenant que j'ai envie de lire en manga, là, va falloir que je libère des fonds, que je fasse de l'argent. Et enfin, j'ai lu le premier tome de Vinland Saga et j'ai tellement aimé que j'ai emprunté les 6 premiers tomes, enfin 4 autres tomes à la médiathèque. Moi, j'avais acheté le tome 1 et 2 et j'ai emprunté du tome du coup 3 à 6 à la médiathèque pour essayer de les lire ce mois-ci. Vinland Saga, alors ça se passe sur 2 temporalités. On y suit notre personnage principal qui fait partie d'une sorte de groupe viking qui mène des combats en fait pour s'approprier les richesses, voilà, comme le faisait, qui vend aussi ses services pour des combats particuliers. Et en parallèle, on y suit aussi l'enfance de notre personnage principal dans son village où on sait qu'il est arrivé quelque chose à son père puisque l'homme pour qui il travaille maintenant a l'air d'être le responsable de la mort de son père puisqu'il veut le venger. Voilà, il veut venger son père en s'en prenant à lui. Et donc on alterne entre le point de vue actuel de notre personnage et son enfance. À la fin du tome 1, on sait toujours pas ce qui s'est passé. Je crois que dans le manga, c'est différent. Il me semble qu'on commence plutôt par sa jeunesse. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trop hâte de lire la suite. Et je pense que je vais lire la suite ce mois-ci. Vinland et Kingdom, je pense que c'est les deux sur lesquels je vais me focus. Et quand j'aurai plus avancé ou quand je serai à jour, j'avancerai par exemple sur Vagabond. Donc c'est... Ah non, c'est pas tout bon pour les mangas. J'en ai encore 2 en dessous. Mais que j'ai pas lu dans le cadre de cette vidéo. J'ai lu Sweet Home de scénario de Karnby Kim et dessin de Yongchan Wang. Encore une fois, j'espère que je le prononce bien. Publié aux éditions Toon. Franchement, non, Kiun. Je vous ai donné aucune maison d'édition. Celui-ci, on y suit un jeune garçon, soit en crise d'adolescence, soit, je pense, peut-être neurodivergent, en dépression, j'en sais rien, mais qui refuse de sortir de sa chambre, qui parle hyper mal à ses parents. Et en gros, sa famille va partir sans lui, en vacances, en week-end, je ne sais plus, ils vont mourir. Donc lui, il va se retrouver sans famille, avec pas forcément énormément de sous pour vivre, et il va emménager dans un petit appartement, et là, il va se passer un truc, c'est qu'il va y avoir une sorte d'épidémie, de sorte de zombies, encore une fois, et il va se retrouver enfermé dans son complexe d'appartements, avec ce phénomène qui est en train de complètement ravager la ville. Voilà. Pour le coup, c'était pas mal. J'avais vu, je crois, le premier épisode de la série sur Netflix, mais j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit en couleur. On a plein de personnages, je pense que ça va être vraiment le genre de série, vous voyez, où il y a cette intrigue-là qui se passe dans l'appartement et on a dans le complexe d'appartements et on va suivre plein de personnages différents. C'est un format que j'aime bien, pas forcément celui que je vais lire en priorité, mais probablement en tout cas une saga que je vais continuer. Par contre, saga que je continue pour sûr, Hirayasumi, j'ai lu le tome 4 de Keigo Shinzo, j'ai dans ma pile à lire le tome 5 et 6 que je vais essayer de lire ce mois-ci, et ensuite il me restera les 3 derniers tomes à lire. J'aime toujours autant, c'est vraiment ma lecture doudou dès que j'ai envie, entre 2 lectures, de lire quelque chose de très doux qui va me faire du bien, et je suis vraiment attachée aux personnages aussi, donc j'ai l'impression de les retrouver à chaque fois quand je me replonge dedans. Mais pour vous faire encore un résumé, on y suit le personnage de Hiroto au Japon qui s'était lié d'amitié avec une vieille dame. Ils ont loué un lien particulier et au moment du décès de cette dame, elle va léguer à Hiroto sa maison et il va donc y emménager avec sa jeune cousine. Donc on va suivre un petit peu leur quotidien et aussi leurs problématiques, parce que Hiroto, c'est un jeune homme de 30 ans qui est pas forcément au même stade que ses amis le sont dans sa vie, et du coup il se pose beaucoup de questions. Il sait pas aussi s'il fait le métier qui lui plaît vraiment, il a aussi envie de fonder une famille, ou en tout cas il voit que ses amis le font et donc il se pose des questions. Et on a aussi le personnage de sa cousine qui, elle, se cherche beaucoup. Elle rentre au lycée ou à l'université? À l'université, je crois. Elle a aussi envie d'assumer sa passion et son envie en fait de devenir mangaka, dont elle a aussi un petit peu honte, et elle n'arrive pas à se faire des amis. Enfin bref, il y a plein de problématiques, je trouve, hyper intéressantes et hyper pertinentes pour tous les âges. Les dessins sont absolument magnifiques et le personnage d'Hiroto, je trouve que c'est un personnage hyper inspirant qui essaie toujours de voir la vie du bon côté, et c'est le genre de lecture qui fait vraiment du bien. Ensuite, j'ai lu en roman Ça dure une éternité et un jour c'est fini de Anne de Marken, qui m'a été envoyé en service de presse par Les Corps Conducteurs. Et alors celui-ci, au début j'ai vraiment aimé, et je vous avoue que plus on a avancé, plus j'ai perdu en fait mon intérêt pour le récit. Ça se passe dans un monde où il y a une épidémie de zombies, mais ça va être traité d'une manière complètement différente. On y suit une jeune femme qui est mort-vivante. Elle a perdu ses souvenirs, puisque visiblement les gens, quand ils deviennent des zombies, perdent leurs souvenirs. Ils ont l'air de vivre dans un établissement et ils essayent de se réapproprier leur identité, de se souvenir de leur nom, de se souvenir de leur passé. Elle se souvient juste qu'elle était amoureuse d'une femme et elle va essayer de faire tout un trajet pour essayer de récupérer ses souvenirs, de remonter le fil de son histoire. Et il y a des passages que j'ai trouvé très beaux, des phrases que j'ai trouvées très belles, je vous en avais lu certaines dans mon vlog, mais au fur et à mesure, je trouve que c'est devenu trop bizarre et c'était vraiment
alambiqué juste pour être alambiqué pour moi. Je pense que c'est un livre qui va probablement plaire à certains, mais j'étais arrivée à un stade où au bout d'un moment, c'était too much et j'étais juste là à essayer de me concentrer pour comprendre ce que disait l'auteur. Et vous voyez, c'est un peu le genre de roman où c'est je vais passer par 4 chemins plutôt que de dire directement ce que j'ai envie de te dire. Je vais passer par 15 000 métaphores, mais il y a un moment où pour moi c'est trop et ça en devient trop peu clair et il faut essayer en fait de deviner ce qui est sous-entendu par l'auteur et c'est là où moi je perds le fil. J'ai lu ensuite, alors j'ai triché parce que dans ma pile à lire j'avais The Way of Kings de Brandon Sanderson, mais pour commencer le Cosmere, j'ai vu que ça pouvait être pas mal de commencer plutôt par l'Empire Ultime. Donc j'ai inversé les deux livres de ma pile à lire. En soi c'est du Brandon Sanderson, donc je pense que ça compte. Et c'est donc Mistborn, il a 15 000 noms ce livre, il s'appelle Mistborn, il s'appelle The Final Empire, il s'appelle L'Empire Ultime, il s'appelle Fils des Brumes. Voilà, tout ça c'est le même livre, en anglais et en français. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté en audio et j'ai trouvé que c'était trop cool. Ça se passe dans un monde où il y a une forme de magie qui s'appelle l'allomancie, qui est une magie avec les métaux. Chaque métal a une propriété en particulier et normalement certaines personnes qui donc pratiquent l'allomancie peuvent manipuler un métal maximum, mais les Fils des Brumes, eux, sont capables de tous les manipuler. On va suivre le personnage de Vin qui a toujours grandi de manière très pauvre et maintenant elle se retrouve à travailler pour un homme exécrable jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Kelsier qui est lui aussi un Fils des Brumes et qui a un plan tout particulier qui est de faire tomber le chef de l'Empire, de renverser la monarchie actuelle entre guillemets et donc ils vont avec Vin commencer à construire un plan avec plein d'autres protagonistes pour essayer de, voilà, de prendre le contrôle ou en tout cas de changer la personne qui est au pouvoir, notamment grâce à leur pouvoir, eux, de Fils des Brumes. Et c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de Brandon Sanderson parce que c'est de la fantaisie adulte, mais c'est pas de la fantaisie. C'est complexe, hein, attention ne vous méprenez pas, mais le langage n'est pas hyper dur à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une lecture qui est très fluide, plus que dans d'autres fantaisies adultes, je trouve. J'ai hâte de le continuer, je vais essayer de lire un tome par mois pour avancer dans tout l'univers du Cosmere avant que les adaptations sortent sur Apple TV. On arrive au bout, il ne nous reste plus que si j'arrive à l'attraper, la BD Karl de Cyril Bonin que j'ai reçue de la part des éditions Sarbacane, que j'ai beaucoup aimé. Ça se passe dans un univers où ils ont développé des robots notamment qui sont dotés d'intelligence artificielle. Ça va parler aussi de jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle et surtout est-ce que on peut créer une conscience, puisqu'on y suit donc le personnage de Karl, qui est un robot qui était là pour aider le père de la femme qu'on a ici sur la couverture. C'était un peu son aide au quotidien. Et il était au volant de la voiture avec le père de notre femme ici, quand il y a eu un accident et le père est mort. Le robot va donc être amené devant une cour de justice pour répondre de ses actes et on va très vite comprendre qu'en fait l'accident a eu lieu parce que Karl est en train de développer une conscience et j'ai trouvé que c'était super beau. Il y avait des passages aussi hyper intéressants sur la manière dont le temps s'écoule, sur la métaphysique, sur la philosophie. C'est un livre qui est très philosophique et sur qu'est-ce que c'est que la conscience aussi, est-ce qu'on peut reproduire la conscience, est-ce que c'est quelque chose qui est juste le propre de l'homme, et j'ai trouvé que le format BD comme ça, et ben ça faisait beaucoup réfléchir, et en même temps les dessins étaient d'une beauté. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer les planches, mais j'ai beaucoup aimé le style de dessin et la palette de couleurs, mais vraiment c'est une BD que je vous recommande, qui est très belle et qui fait vraiment réfléchir, donc je suis trop contente de l'avoir lu. Et c'est tout pour mon bilan de lecture, on passe au bilan culturel, et alors là pareil, j'ai pas mal de choses dont je veux vous parler, comme d'habitude j'ai ma petite liste sur mon téléphone pour être sûre de ne rien oublier. Alors, bilan culturel de mars. En jeu vidéo, j'ai joué à Dispatch, que j'ai adoré. C'est pas du tout un type de jeu auquel j'avais déjà joué à la base, mais j'ai adoré le principe de Dispatch, c'est donc que tu vas dispatcher, en fait, tu es un super-héros déchu, on va dire avant tu étais Mecha Man, qui était, alors c'est un peu un Iron Man, c'est-à-dire qu'il a pas de super pouvoir de base, c'est vraiment son costume, son suit, je sais pas comment traduire, sa combinaison, j'ai plus le mot, voilà, qui lui permet d'être fort et sa tenue, toujours pas le bon mot, va être endommagée. Il ne va donc plus pouvoir exercer son métier, son rôle de super-héros. Il va devenir dispatcher, c'est-à-dire qu'on va lui donner une équipe de super-héros, mais c'est pas vraiment des super-héros, en fait, c'est plus des super-vilains qu'on essaye de réhabiliter. Et son objectif à lui, c'est, en fonction des missions, d'envoyer le bon super-héros, ou super-vilain en l'occurrence. Et j'ai trop aimé. Il y a aussi toute une partie histoire, c'est-à-dire qu'on alterne entre les moments où on dispatch et des scènes de vie et des scènes d'interaction. C'est donc à chaque fois nous qui devons faire des choix. On va avoir le choix entre 2 ou 3 options, ce qui permet donc d'avoir à chaque fois une histoire différente. Tu peux rejouer au jeu et avoir une histoire complètement différente de la fois précédente. Tu peux choisir un love interest différent, tu peux faire des choix complètement différents, tu peux avoir des héros différents dans ton équipe et donc ton histoire varie selon les choix que tu fais.
Et donc tu alternes entre ces phases-là de, comment dire, d'animation et les phases de jeu où tu viens là vraiment avoir une mission où on va te dire: «Bon là, il va falloir quelqu'un qui a beaucoup d'agilité, beaucoup de vitesse, beaucoup d'intelligence» et en fonction, toi, tu dois choisir qui tu dispatches, sachant qu'une fois que tu as dispatché quelqu'un, tu peux pas le réutiliser tout de suite. Donc tu dois aussi essayer de bien choisir et petit à petit, tu gagnes des points qui permettent aussi de développer certaines capacités de tes personnages. C'est toi qui choisis à quelle, comment dire, catégorie de pouvoir tu vas allouer les points pour développer tes personnages. Donc tu peux faire des personnages qui vont être max intelligents, max charismatiques, d'autres qui vont être très très forts. Et j'ai adoré. Il y a vraiment une vibe à la Suicide Squad et à la The Boys un petit peu dans l'humour. C'est un humour assez trash, mais moi j'ai adoré. Franchement, ça rentre direct dans mes jeux préférés. J'ai passé un trop bon moment et clairement, si cette société refait un jeu prochainement, j'y jouerai avec grand plaisir. Et je suis aussi en train de jouer, en ce moment, je l'avais pas mis dans ma liste, mais c'est Trees Puzzle Dream que j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment un jeu complètement de puzzle que je fais quand j'écoute un livre audio. En fait, vous êtes dans un je sais pas, une sorte de petite maison où à chaque fois que vous cliquez à un endroit, ça va être des petits puzzles visuels où vous devez utiliser une partie du décor pour faire apparaître la solution au puzzle. Et vraiment, j'aime trop, mais c'est complètement un truc que je fais avec un livre audio quand j'ai envie de m'occuper tout en faisant autre chose. C'est très doux, l'ambiance est hyper sympa. Ensuite, en termes de film, je suis allée voir au cinéma Send Help, le nouveau film de Sam Raimi, et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui était très très drôle. Il y a quelques jumpscares, donc si vous n'aimez pas, attention. Mais je vous avoue que ce qui m'a fait mourir de rire, c'est déjà les personnages. Je vous ai même pas parlé du résumé. On y suit une jeune femme, je pense un petit peu autiste, honnêtement, ou en tout cas elle a certains traits autistiques, qui pensait qu'elle allait bientôt avoir une promotion dans son travail. Elle a toujours tout donné, mais les hommes de son travail s'approprient justement son travail pour briller, et elle va se retrouver à partir avec son patron, qui est un homme exécrable, dans un jet privé pour aller à un séminaire, sauf que l'avion va se cracher, et elle et son patron vont être les deux seuls survivants. Les deux personnages sont joués par Rachel McAdams et Dylan O'Brien. J'ai adoré, je trouve que leur alchimie à l'écran fonctionne trop bien, et donc ils vont se retrouver ensemble sur cette île, sachant que elle se prépare depuis des années à faire Survivor, qui est l'équivalent de koh aux États-Unis. Donc autant vous dire que la survie, elle connaît, et lui, il se retrouve un peu à sa merci à dépendre d'elle alors qu'il s'est toujours comporté comme un connard. Et franchement, j'ai trop aimé. Ce qui m'a fait mourir de rire, c'est, je vous avoue, les effets spéciaux. Je me dis, sur un film comme ça, comment est-ce que tu fais des effets spéciaux aussi à chier? Genre les scènes avec le facochère, j'étais là, mais comment c'est possible? En même temps, ça rajoute un côté nanar au film qui fonctionne super bien. Mais en tout cas, j'ai adoré. Je trouve que l'humour fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé aussi la fin que proposait l'histoire. Je trouvais que c'était la fin que moi j'attendais, en tout cas. C'est vraiment aussi une histoire de female rage où t'es tellement avec elle que t'es en mode, ça me dérangerait pas qu'elle le bute, le mec, alors que bon, quand même, je suis pas pour le meurtre à la base, mais je sais pas comment vous dire. C'est vraiment une femme qui s'est fait tellement piétiner que t'es là, mais you go girl, fais-lui la misère, on s'en fout, survie et c'est tout ce qui compte, quoi. Et j'ai beaucoup aimé la musique qui est faite donc par Danny Elfman, qui fait notamment toutes les musiques, en tout cas beaucoup des musiques de Tim Burton. Mais vraiment, le film, je vous le recommande, j'ai passé un trop bon moment. Ensuite, on passe à une série, le live action de One Piece. J'ai adoré la saison 2, j'ai adoré le casting. Franchement, le casting de Kurea, je l'ai trouvé absolument fou. Le casting de Smoker, le mec qui fait Smoker, il était incroyable. J'ai trouvé les effets spéciaux pour Smoker hyper bien fait. Tout ce qui était fait autour justement de son logo avec la fumée, c'était incroyable. J'ai aussi adoré le casting de Iluluk. Je trouve que l'acteur était absolument phénoménal. Enfin, les émotions qu'il a amenées dans les scènes avec Chopper, c'était incroyable. L'épisode 7, c'est mon préféré, justement pour ça. J'ai adoré la manière dont ils ont inclus pas mal de petits easter eggs. Aussi, j'ai remarqué que les titres des épisodes, c'était des références à des titres de films ou à des scènes de films. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ces petits détails-là. Et j'ai aussi aimé la manière dont ils ont changé la temporalité de certaines choses. Il y a des personnages, dont un personnage qu'on voit à un moment qu'on est censé voir bien plus loin dans l'intrigue, mais je trouve que c'est pas frustrant en fait la manière qu'ils ont d'introduire certaines choses beaucoup plus tôt dans l'intrigue. Ça va faire aussi que le live action va pouvoir se dérouler plus vite que le manga, parce que le manga est en cours depuis 25 ans, donc on peut pas, enfin voilà, ils peuvent pas se permettre Netflix de faire quelque chose d'aussi long. Et en plus, on sent que c'est la volonté d'Eiichiro Oda en fait d'introduire certaines choses plus tôt dans l'intrigue. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne super bien et j'ai adoré voir justement tous ces petits easter eggs tout au long de la série. J'aime trop le personnage de Dragon, je trouve que le casting il est super. J'ai aussi beaucoup aimé, je relis parce que j'ai noté tous les détails de ce que j'ai aimé au fur et à mesure, les affiches de Baroqueworks, j'ai trouvé ça trop stylé. Je trouve que ça faisait un peu penser à Pirates des Caraïbes, et franchement, je crois que c'est Mr. Seven, Mr. Nine, non c'est Mr. Nine je crois, que j'ai trop aimé. Je l'ai trouvé incroyable et franchement j'ai eu tellement de frissons, enfin je sais pas, de voir une adaptation aussi juste, et la manière dont
bah, avec les petits easter eggs, on nous tease certaines choses. Je sais pas, genre ça me donnait des frissons. Les émotions que j'ai eues en regardant le live action, j'étais mais trop contente et beh, c'est ce que j'espérais avoir comme sentiment, en fait, en regardant la suite parce que j'avais déjà beaucoup aimé la saison 1. Ah si, je m'étais noté aussi que je trouve que l'acteur de Iluluk, il ressemble à l'acteur Arnaud Ducret. Voilà, je sais pas s'il y a que moi qui le vois, mais j'étais là, tout le long des épisodes où on le voit, j'étais là, il a la même tête, c'est pas possible. Et ensuite, aussi, je voulais noter la performance de Jacob Gibson, parce que c'est pas l'acteur qui m'avait le plus marqué dans la saison 1, mais j'ai trouvé que dans la saison 2, il fait tellement briller le personnage de Usopp. Je trouve qu'il avait un charisme, il dégageait une vibe, enfin, de la saison 2, je me souviens vraiment. Si vous me demandez les personnes du crew qui m'ont le plus marqué dans la saison 2, c'est vraiment Usopp que j'ai le plus retenu. J'ai adoré, adoré, adoré la performance de Jacob Gibson dans cette saison 2. Et puis voilà, après, j'adore le personnage de Helmep, donc j'étais trop contente de le voir dans le live action. C'est un personnage que j'aime trop dans le manga. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Ça me fait chier qu'on doive attendre aussi longtemps. Et mention spéciale aussi pour les costumes que je trouve trop cool et la musique que j'aime trop, la musique de Whiskey Peak, j'ai trop aimé. Et voilà, je m'arrête parce que sinon je pourrais en parler des heures. Après, j'ai vu Sinners. Ça, c'était les 2 films que j'ai vus dans le cadre des Oscars. Je veux regarder les films qui ont été oscarisés. Donc du coup, dans mon avant-dernier vlog, j'ai regardé 2 films oscarisés. J'ai regardé Sinners, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que la photographie était magnifique, la musique était incroyable. Je comprends tellement les Oscars pour la musique. C'était phénoménal. La manière dont c'était filmé avec le plan qui s'élargit ou qui se rétrécit, notamment sur les scènes musicales, je trouve que c'était fou. Il y a beaucoup de musique que j'ai ajoutée dans ma playlist. Vraiment, mais même le scénario, je trouve que c'est une manière hyper intelligente, différente et engagée de faire un film sur les vampires en faisant des parallèles hyper intelligents sur le racisme, sur le Ku Klux Klan, sur le traitement des populations noires, des communautés noires. J'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Après, est-ce que ça mérite l'Oscar du meilleur acteur pour Michael B. Jordan? Je ne sais pas. Je vous avoue que moi, je l'aurais peut-être plus donné à Leonardo DiCaprio dans One Battle After the Other. Après, est-ce qu'il le méritait pas? Je peux pas vous dire non plus parce que je trouve que sa performance dans Sinners, elle est top aussi. Et je pense que ça dépend tellement de ce qu'un acteur te fait ressentir ou pas en fait. Ensuite j'ai regardé Weapons qui a eu un Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle et ça se passe dans notre monde à nous, dans une classe d'une maîtresse d'école qui du jour au lendemain va voir en fait le matin qu'il y a qu'un seul élève dans sa classe et que tous les autres élèves ont disparu. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, on voit juste les enfants à la même heure tous sortir de chez eux en courant un peu à la manière de Naruto, hyper bizarre, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont et on va découvrir que le seul garçon qui a survécu, peut-être il se passe des trucs un peu bizarres. Voilà. En même temps, on soupçonne la maîtresse d'école d'être à l'origine de la disparition des enfants. Il se passe plein de trucs. Et on a une manière de narrer l'histoire que j'ai trouvée assez intelligente. C'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de plein de personnages jusqu'à à chaque fois rejoindre la même temporalité. Donc on va avoir le point de vue de la maîtresse jusqu'à arriver par exemple en fin de journée. Ensuite, on va avoir le point de vue du flic jusqu'à arriver en fin de journée. Le point de vue du drogué jusqu'à arriver en fin de journée, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout se rejoigne et qu'on avance un petit peu plus dans l'intrigue. Mais j'ai trouvé que cette narration fonctionnait super bien. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance, je trouve que c'est un film qui fonctionne bien et surtout ça change des films d'horreur habituellement et je trouve ça bien de proposer quelque chose de différent. L'horreur c'est un genre où souvent, c'est plus facile que les films s'essoufflent et qu'on ait souvent toujours la même chose qui reviennent. Donc je trouve toujours ça intéressant quand il y a des propositions qui sont vraiment différentes. Il y avait pas mal de références aussi à des grands classiques, notamment Shining, et la performance de l'actrice qui a été oscarisée, je la trouve incroyable. Elle est phénoménale dans son rôle de femme bizarre, creepy, qui cache quelque chose avec son look hyper particulier, qui contraste vraiment en plus avec le reste des personnages dans le film. Et le côté très glauque, en fait, on est dans une ambiance horrible de disparition où tout est très sombre et en parallèle, on a le personnage qu'on identifie très vite comme l'antagoniste qui est à l'inverse hyper coloré. Donc j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien en termes de contraste. Voilà, je vous l'ai dit, ensuite j'ai avancé dans Bleach, mais ça je vous en parle pas plus, j'aime beaucoup l'animé. J'ai regardé aussi la petite série documentaire en 4 épisodes de Dinosaurs sur Netflix qui est narrée par Morgan Freeman, que j'ai bien aimé mais sans plus. En fait, j'ai bien aimé la manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire que on part des toutes premières espèces de dinosaures et on voit comment au fil de leurs extinctions entre guillemets, eh bien chaque espèce a évolué jusqu'à arriver aux dinosaures qu'on a les plus connus qui sont donc notamment les T-Rex, tout ça. Et ça c'était hyper bien fait parce qu'on reste souvent juste sur l'époque du Jurassique, donc remonter bien plus loin, c'est hyper intéressant. Et moi ça m'a un peu embrouillé le cerveau sur la temporalité de se dire qu'en fait les dinosaures ils sont morts en ayant vécu
rien que la dernière génération de dinosaures, bien plus longtemps que ce que nous, on a vécu en tant qu'humains pour le moment, en tant qu'espèce. Et ça, c'est des trucs, mon cerveau, il avait du mal à visualiser ça avant. Le truc que j'aurais à reprocher aussi, c'est le manque d'échelle, parce qu'on va nous dire que ce dinosaure-là, il était plus grand qu'un éléphant, qu'il était plus lourd que je sais pas quoi, qu'il faisait la taille de 7 ou 8 humains, mais on nous le met jamais en perspective visuelle. Et moi, même si tu me le dis à l'oral, je vais quand même avoir beaucoup de mal, quand tu me le montres dans une forêt, à pas m'imaginer qu'il fait juste la taille d'un éléphant. En fait, ensuite, tu me dis, il fait la taille de 7 éléphants, mais dans la perspective à l'écran, moi, je le visualise toujours pas comme ça. Et donc, parfois, il m'aurait fallu, vous savez, des petites échelles comme ce qu'on a dans les musées où vous avez la taille d'un animal ou la taille d'un humain collée à l'animal pour remettre les choses en perspective. Et aussi, parfois, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient pas super giga bien fait, mais en soi, pour l'aspect instructif, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Ensuite, j'ai avancé, j'ai quasiment terminé la saison 3 de Jujutsu Kaisen que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai, je pense, plus dans mon bilan du mois d'avril parce qu'il me reste les 2 derniers épisodes pour pouvoir vous parler vraiment de la saison complète, mais j'aime toujours autant. J'aime aussi beaucoup les edits. Franchement, je trouve que les edits sur Jujutsu Kaisen, c'est probablement les meilleurs edits d'animé. Déjà, l'animation, enfin Mappa, l'animation dans Jujutsu Kaisen, dans les combats, c'est parmi les plus belles animations que j'ai vues. Il me semble que Mappa, c'est aussi ceux qui ont fait Attack on Titan. Et j'aime trop, enfin franchement, l'animation de Jujutsu Kaisen, je la trouve superbe. Plus on avance, plus l'histoire devient aussi un petit peu plus sombre. On en apprend plus sur les personnages, sur le système de magie. Et voilà, je passe toujours un très bon moment en regardant Jujutsu Kaisen, même si ça reste très glauque et qu'il se passe pas toujours des trucs très fun. Et obligé de mentionner aussi l'épisode avec Maki et le clan Zenin. Si vous avez vu la saison 3, vous le savez, qu'il y a en plus plein de références. Franchement, les références à Kill Bill étaient incroyables. Cette scène, je la trouve tellement sublime. Et juste même le fait aussi d'avoir un personnage féminin comme ça, aussi fort et qui met une raclée à justement un énorme masculiniste entre guillemets, j'ai trouvé que c'était tellement satisfaisant. J'aime aussi le fait que dans Jujutsu Kaisen on ait beaucoup de fanservice pour les femmes, ça fait un petit peu du bien dans les mangas parce qu'on est quand même sur un genre qui est exclusivement, qui se destine souvent plus au male gaze qu'au female gaze, donc ça j'aime beaucoup. Et voilà, et puis même les références à l'art et à plein de choses, à plein d'œuvres, je trouve que dans Jujutsu Kaisen c'est hyper bien fait, hyper intéressant et ça rend aussi l'animation d'autant plus belle et d'autant plus puissante. Ensuite j'ai regardé Project Hail Mary, je l'ai regardé le 31 mars, donc il est tout juste rentré dans mon bilan culturel du mois de mars, mais j'ai adoré, j'avais adoré le livre. Je ne me souvenais pas de tout du livre parce que je l'ai lu quand même il y a un moment. Je crois qu'il est sorti il y a 5 ans, un truc comme ça, et je crois que je l'ai lu l'année de sa sortie ou un an après. Donc autant vous dire que tous les détails n'étaient pas frais dans ma tête, mais j'ai adoré. Je trouve que c'est un film de science-fiction qui change de ce qu'on a vu ces dernières années avec Interstellar, avec Gravity, parce qu'on a un personnage très différent. On a un personnage qui ne se destinait pas du tout à aller dans l'espace, qui est un peu un anti-héros entre guillemets, qui voilà, qui sait même pas ce qu'il fait là. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup, enfin l'humour a beaucoup fonctionné pour moi. J'ai trouvé le film très drôle, très beau aussi. La relation entre notre personnage principal, donc le docteur Grace et Rocky, j'ai adoré. Petit à petit, quand je regardais le film, j'avais des détails qui me revenaient en tête, mais franchement, j'ai passé un vrai bon moment et c'était exactement ce que j'avais envie de voir. C'est aussi un film qui est plein d'espoir et qui montre aussi les liens qui peuvent se créer entre différentes formes d'intelligence. Alors forcément, il y a des facilités scénaristiques dans certaines choses, ne serait-ce que dans notre capacité à trouver une autre espèce avec laquelle on pourrait communiquer, bien évidemment, mais je trouve que c'est super bien fait quand même et j'ai vraiment adoré le personnage principal. Je l'avais adoré dans le livre et je l'ai vraiment beaucoup aimé dans le film et je trouve, en tout cas de ce que je me souviens, que c'est une adaptation très juste de l'œuvre proposée par Andy Weir. Pour ce qui est du résumé, je vous en ai pas parlé, mais Project Hail Mary, c'est donc Projet Dernière Chance en français. En gros, on va se rendre compte un petit peu du jour au lendemain qu'il y a une sorte de traînée, en fait, de lien qui relie notre soleil à Vénus et très vite, on va comprendre que ces choses-là, dans l'espace, sont en train de manger notre soleil et que d'ici à 30 ans, les ressources de la planète n'existeront quasiment plus, ça va créer de la famine. On sait très bien que les grandes puissances mondiales seront incapables de se mettre d'accord sur la manière dont on partage les ressources et que ça va être chacun pour sa gueule, entre guillemets. Et donc, ils vont lancer le projet de la dernière chance qui consiste à envoyer des gens, des astronautes, jusque dans un endroit, dans l'univers, dans les confins de l'univers, où il y a une planète qui, elle aussi, à ces astrophages, on les appelle, à proximité, mais qui ne meurent pas. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver pourquoi est-ce que cette planète-là ne meurt pas et comment faire en sorte que nous, notre planète, ne meurt pas. Et donc c'est le projet de la dernière chance, puisque si en gros ils n'arrivent pas à trouver une solution, c'est fini, la planète va mourir, les gens vont mourir, voilà, fin de l'histoire. Et franchement, j'ai adoré, je peux que vous le recommander. Il est de toute façon hyper bien noté sur toutes les plateformes de critique de films et à juste titre. Et voilà, je crois que c'est tout pour mon bilan culturel de mars. Je pense que cette vidéo va être pas mal longue, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains
certains des livres que j'ai mentionnés, s'il y en a qui vous intéressent. Pareil pour les films et les séries que j'ai mentionnés. Je prends aussi toutes vos recommandations. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!